retrouver ce soir à l'occasion de ce 5e et dernier épisode de notre série de webinaires portant sur la place et le rôle de la jeunesse en Afrique. Comme vous le savez, cette série inédite s'appuie sur les réflexions et les conclusions du GIAF lors de sa conférence internationale à Yamoussoukro en 2014 et en produit un livret intitulé « Jeunesse africaine, bombe à retardement ou opportunité », qui est disponible également sur le site du groupe Initiative Afrique et que vous pouvez également retrouver en version PDF dans le chat box de cette session Zoom également. Et ce soir, nous avons l'occasion d'aborder avec ce panel de qualité l'une des thématiques phares issues de ce livret, qui est le statut et l'influence des cultures africaines à la bonne marche du continent. Nos panélistes tenteront donc de mettre en exergue plusieurs dimensions liées au savoir et aux représentations culturelles africaines, à savoir tant sur le plan de l'appropriation des techniques et innovations, des chaînes de valeur, des potentiels économiques, des enjeux sécuritaires, mais également de la diffusion massive. En ce sens, je vais dans un premier temps laisser la parole à M. Didier Akoueté, vice-président du GIAF, pour nous dire quelques mots d'introduction. Merci beaucoup Didier, donc je te laisse la parole. Merci beaucoup Fatou, bonsoir à tous les membres du GIAF et nos éminents panélistes. Ravi de vous retrouver pour cette dernière édition de la série qui est sur un thème particulièrement important puisque je crois que c'est ça qui guide tous les processus développants, c'est-à-dire comme le dit l'adage, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Et en l'occurrence, la culture est un élément particulièrement important, d'abord dans notre démarche au GIAF, puisque toutes nos réflexions essaient d'intégrer la dimension culturelle dans nos propositions. Et nous avons la chance d'avoir au sein du groupe d'éminents spécialistes de cette question et qui d'ailleurs pratiquent au quotidien dans leurs activités la culture comme ferment du développement et du changement de nos sociétés, en particulier auprès de la jeunesse, qui parfois s'interroge sur nos origines, s'interroge sur notre devenir. Et ce soir, le thème que nous abordons prend tout son sens dans un contexte où les Africains s'interrogent sur leurs pratiques, par exemple politiques, où on se demande justement d'ailleurs comment on organise nos sociétés à partir de notre culture, à partir de nos cultures, à partir de nos réalités, pour retrouver une sorte de finalement d'idéal de vivre en commun à partir de ce qui fait que nous sommes, le fameux Ubuntu. Je suis parce que nous sommes et parce que vous êtes, et donc c'est parce que nous sommes une communauté avec ce ferment culturel que nous arrivons à transformer nos sociétés. Donc, en tout cas, je suis très heureux ce soir que ce thème ait été choisi et bravo encore à l'équipe de GIAF Junior. Les interventions que nous allons avoir seront extrêmement riches et ne feront que nous aider dans notre démarche générale de construction d'une nouvelle Afrique avec cette réalité et ses fondements culturels. Merci encore Fatou et très bonne session de discussion. Merci encore. Merci beaucoup, merci à toi Didier pour ces mots d'introduction. Donc pour entamer les discussions, je vais laisser le professeur Souleymane Gomis nous faire une présentation du lien notamment entre les valeurs et les sociologies culturelles en Afrique. Professeur, vous êtes enseignant, chercheur et professeur titulaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialisé sur les questions liées notamment à la sociologie de l'éducation. Et au vu de vos travaux et réflexions, je me permets de vous poser la question suivante. Dans quelle mesure la sociologie culturelle peut-elle, selon vous, renforcer la confiance en soi et notamment aussi la confiance en l'autre? Alors, bonjour Fatou. Je ne sais pas si mon micro est ouvert ou s'il est coupé toujours. On vous entend très bien. Merci beaucoup. Alors, je remercie les organisateurs de cette rencontre, le groupe
Initiative Afrique Junior et je remercie tous les membres du groupe Initiative Afrique. Je pense à Pascal, à Didier et beaucoup d'autres avec qui nous étions tous à Yamoussoukro en 2014. Voilà, Fatou, votre question m'amène à introduire donc le propos de ce soir et qui rejoint finalement l'intitulé de votre thème de conférence, c'est-à-dire quelle contribution des cultures africaines à notre développement. Comment redonner donc confiance à notre jeunesse dans le monde actuel? Toutes ces questions subsidiaires qui viennent s'ajouter à la question centrale m'amènent à découper mon propos en 3 étapes. D'abord, je voudrais, si vous me le permettez, avoir au premier point une approche conceptuelle, c'est-à-dire du terme même de culture et de développement. Et ensuite, au second point, faire une relation, ou ce que j'essaie de dire, une tentative de mise en relation entre les 2 termes. Et au finish, voir quels sont les apports et quelles sont les perspectives pour la jeunesse africaine ou du moins pour l'humanité tout entière. La culture, par définition, est une construction sociale des hommes et des femmes dans le temps et dans l'espace. Elle s'acquiert par l'éducation, l'apprentissage et la formation. Ce sont les 3 piliers qui fondent la culture, l'éducation, l'apprentissage et la formation. S'agissant de l'éducation, principale composante donc de la culture, elle est un processus continu, permanent, qui se caractérise par des valeurs, des croyances, des pratiques, des mythes et des représentations qui sont tous entretenus par des humains au sein des institutions ou des instances comme la famille à travers différentes activités de la vie sociale, qu'elles soient économiques, politiques, éducatives, sportives ou environnementales. Comme l'éducation, l'apprentissage et la formation sont également 2 modes ou 2 formes de transmission du savoir et des connaissances, mais aussi des compétences et des valeurs. On peut ainsi donner au moins 2 sens donc au concept de culture. D'abord, un sens anthropologique, puis un sens sociologique. Dans son sens anthropologique, la culture est constituée d'abord de la langue, de l'organisation même politique de la société, des traditions, des mythes et des croyances qui donnent à la communauté son sens et son unité. Donc la culture est une manière de faire ou une manière de faire codée d'une communauté. Et dans son sens sociologique, plus restreint d'ailleurs, la culture est constituée des manières de faire, des manières de dire les choses, de porter même son corps et des goûts esthétiques. Nous n'avons pas la même manière d'apprécier les mêmes produits, selon même nos propres cultures. La culture sociologique se manifeste d'abord en art, tels que la peinture, l'architecture, la sculpture, le théâtre, la musique, etc. Et aussi dans la littérature, la poésie, la philosophie, le roman, les essais, j'en passe. C'est par la culture sociologique que les communautés humaines se distinguent entre elles. À tout cela s'ajoute également la production culturelle des objets, des architectures, qui permettent d'identifier et de différencier les cultures.
C'est au moment donc où l'individu intériorise toutes ses valeurs, ses mythes, ses représentations et autres productions culturelles que l'on parle de socialisation. Cette socialisation est un processus lent et continu par lequel l'individu assimile les modes de pensée, des manières de faire, des manières de voir et de sentir. Le mode par lequel il assimile les valeurs, les croyances, les représentations et les comportements caractéristiques de la société à laquelle l'individu lui-même appartient. Donc, la socialisation n'est rien d'autre que les modifications ou les changements qui se produisent dans les rapports de chacun avec son environnement et avec soi-même. Il est à retenir que chaque groupe social possède justement des significations culturelles propres auxquelles sont confrontés les individus. Et ces individus se les approprient, les incorporent par l'effet du processus donc d'enculturation, qui est une dynamique de la socialisation et qui varie selon les types de sociétés. Ainsi, on parlera d'identité sénégalaise, d'identité malienne, d'identité française. Or, si on se réfère aux travaux donc de Geneviève Vinzolo, l'identité elle-même se définit comme étant une dynamique évolutive par laquelle l'acteur social peut donner sens à son être en reliant son passé, son présent et son avenir. Cette dynamique évolutive possède à la fois des faits, c'est-à-dire des réalités qui la traduisent, des prescriptions et des projets. Si l'on se fonde donc sur cette approche définitionnelle de Vinzolo, on peut se demander si l'identité ne serait pas une simple idée ou une notion abstraite. Parce qu'un seul individu peut porter 1001 identités. Donc l'identité finalement n'est pas une réalité concrète. En résumé, donc le culturel n'est pas seulement quelque chose qui s'ajoute à la nature de l'homme, il s'agit d'une dimension essentielle qui en est même constitutive de l'homme. C'est en fait par sa médiation que l'individu, au cours de son développement humain, devient un être humain et social. En somme, nous pouvons dire que la culture est un ensemble donc conjoint de valeurs, de croyances, de pratiques, de représentations, de mythes, d'objets offrant des contenus réguliers aux membres d'une communauté et d'un peuple. Quant au développement, je fais mien la définition du sociologue canadien François Boudreau, qui dira que le développement se définit comme un processus global, à la fois culturel, politique et économique, dont la finalité est l'amélioration du bien-être de l'ensemble de la population, en passant par tous les individus particuliers, hommes, femmes, adultes et enfants. Le développement comporte en réalité d'abord une dimension culturelle, au sens de la manière rationnelle, individuelle et collective de comprendre son appartenance à un monde développé. Il comporte ensuite une dimension politique, au sens de la création d'institutions qui permettent la
participation des citoyens aux affaires publiques et un contrôle relatif sur l'orientation normative de la société et sur la capacité des dirigeants à maintenir la confiance des dirigés. Il comporte enfin une dimension économique au sens matériel de l'accomplissement des capacités de production et de consommation, ainsi qu'au sens métaphysique des agents de régulation d'ordre structurel tels que la monnaie et le système financier. Donc, nous entendons très souvent par développement le développement économique, matériel, financier et technologique. Un type de développement qui n'est rien d'autre que l'amélioration du niveau de vie et de la transformation des structures de la société. Il est à noter qu'il existe donc plusieurs autres formes de développement chez les individus, tels que le développement social, le développement humain, psychique, etc. Quelle est donc la relation entre les deux concepts, culture africaine et développement? Et je Autrement dit, quels sont les apports africains? Comment? Je pense que vous pourrez conclure là-dessus dans un premier temps. Comme vous voulez. Donc, je peux m'arrêter là et je donne la parole. Oui. Vous pouvez conclure hein, sur les deux dernières dimensions que vous allez apporter. D'accord. Alors, quelle est donc la... en fait, j'ai terminé de définir le concept. Je suis dans le troisième point, la mise en relation entre les concepts. Et donner donc les apports des cultures africaines dans notre développement aujourd'hui. Bien. Quelle est donc cette relation entre nos cultures et le développement? Ou autrement dit, quel apport nos cultures ont au développement de toute l'humanité? Répondre pour moi à cette question revient à examiner d'abord la force ou les limites des cultures africaines dans le processus même de développement. C'est-à-dire, je préfère d'abord affirmer d'emblée, en guise d'hypothèse, qu'il existe une relation symétrique entre nos cultures et le développement au sens large du terme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que de la même manière que nos cultures affectent ou impactent le développement ou apportent des innovations au développement, de cette même manière, le développement en retour impacte ou influence les cultures africaines. C'est-à-dire le développement au sens même de l'émancipation économique, financière, technologique et matérielle. En d'autres termes, au sens même du bien-être de l'humain. Et dans le registre, je vais terminer dans une minute si vous me le permettez, dans le registre donc des valeurs, les cultures africaines qui encore sont majoritairement logées dans les traditions, accumulent, entretiennent et transmettent des valeurs cardinales de l'humanité aux plus jeunes générations. Nous pouvons citer en exemple des valeurs comme la dignité, la solidarité, la patience, la tolérance, le pardon, la discrétion, le courage et j'en passe. Même si l'on doit reconnaître que ces valeurs précitées ne sont pas des particularités africaines. Force est de reconnaître qu'elles sont tout de même très ancrées dans nos cultures et constituent le socle à partir duquel s'organise toute la vie sociale, qu'elle soit économique, littéraire, politique, religieuse, éducative ou culturelle. En conclusion, je dirais qu'en termes de pratique également et de rituels, il est nécessaire également de dire ici avec force que les cultures africaines doivent aussi se départir de certaines de leurs pratiques qui aujourd'hui ne sont rien d'autre que des tares, des obstacles, des barrières au développement. Je veux citer par exemple la pratique de l'excision, des dépenses exorbitantes lors des funérailles ou des fêtes, le statut ou le rôle attribué à la femme dans certains milieux culturels africains, des représentations ou considérations politiques sur la démocratie,
mais aussi l'existence de certains mythes sur les sujets de certains personnages dits saints, comme les khalifes, les fétiches, et de certaines réalités comme la sorcellerie. L'Afrique doit se départir de toutes ces pratiques qui, à mon avis, constituent des obstacles au développement. Je vais m'arrêter là et peut-être approfondir mon propos quand il y aura des questions. Merci Exactement. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur, pour cette belle mise en perspective, je pense, par une approche conceptuelle, et comme vous l'avez dit, qui permettent sans doute de mieux comprendre l'apport des jeunes Africains et Africaines, notamment à la socialisation culturelle, et des interactions que vous avez expliquées entre les dimensions, la dimension culturelle dans le processus de développement notamment. À présent, donc pour poursuivre cette discussion, rentrons un peu plus dans les chaînes de valeur des industries culturelles avec Ange Mel, qui est lanceuse de projet et à la tête de GVG SARL au Cameroun. Ange, vous avez comme principal objectif d'amplifier l'impact des entreprises sur leur marché prioritaire et de dynamiser le développement commercial d'opérateurs nationaux et internationaux au Cameroun, mais aussi dans la sous-région, notamment à travers la démocratisation de l'accès aux livres, à la lecture et à l'édition. Par conséquent, cher Ange, comment améliorer et renforcer sans doute la distribution des cultures africaines en ce qu'on peut appeler des produits consommables? Bonsoir Fatou, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité à ce webinaire. Je suis honorée d'être là. Et la présentation a été faite déjà. Oui, je suis distributrice du livre au Cameroun. Alors, comment, la question est de savoir comment dynamiser le secteur. Ce que je pense et ce que j'essaye de faire de mon point de vue au niveau du Cameroun, effectivement, c'est de rendre à travers le livre nos cultures accessibles à tous. Pour embrayer, pour donner une suite à ce que Souleymane disait tout à l'heure, nos cultures, au-delà de nos chants, de nos livres, de notre être, nous les vivons au quotidien. Et pour qu'il y ait une industrie localement, en tout cas, du livre, dans mon cas, et de la culture plus généralement, à mon sens, il faudrait déjà que les choses soient organisées. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'industrie s'organise. Pour que l'industrie s'organise, il est important que chacun prenne une place et s'y tienne. Pour être très, très pratique et sortir peut-être un peu de la théorie, je vais prendre le cas du livre. Il y a quelques années, quand je me déplaçais en Afrique, et même dans mon pays, j'étais toujours étonnée de ne pas savoir où trouver le livre. Et j'avais l'impression que, en fait, les livres locaux, on n'écrivait pas. Les Camerounais, les Africains n'écrivaient pas. Et j'avais cette impression, il y a cette impression parce que, en fait, il n'y a pas de diffusion à proprement parler, il n'y a pas de moyen de distribution. Il n'y a pas de moyen de distribution pour la raison que dans le cas d'un musicien, le musicien, il va être parolier, il ne s'entoure pas de professionnels pour lui dire quoi faire, comment faire les choses et tout. Donc, il va sortir un album, souvent, par ses propres moyens, sans s'être vraiment renseigné sur comment les choses devraient se faire, sur comment est-ce qu'il va diffuser sa musique, hein, ou même comment est-ce qu'il va la vendre. Donc, il ne se pose pas ce type de questions. Et à la fin, on se retrouve avec… on est assailli d'autres cultures et on a l'impression que les nôtres ne sont pas assez valorisées ou n'existent pas.
Donc, pour moi, ce qui est important de faire, et la jeunesse aujourd'hui y contribue énormément, c'est d'apporter cette organisation, cette structuration en fait de nos cultures, de nos métiers, de nos arts, parce que nos arts peuvent être effectivement aussi des industries, donc il faut construire des industries autour de cela. Et dans le cas du Cameroun, dans le cadre de ce que je fais, bah, je fais la distribution et la diffusion, ce qui voudrait dire très concrètement que j'essaye d'apporter j'essaye d'apporter des moyens de l'accessibilité à la culture. Aujourd'hui, le livre et enfin, le CD, le DVD, enfin, donc voilà en fait comment, à mon sens, les cultures africaines comment les cultures africaines peuvent se circuler déjà et être accessibles entre nous, déjà entre nos différents pays. Donc exactement cela. Allô? Oui, vous nous entendez? Je ne sais pas si je suis entendue, moi, par contre. Oui, oui, là, c'est bon, on vous entend bien. Ça a coupé pendant un moment. Ah, d'accord. À quel niveau? Je Je sais pas si vous aviez en fait terminé Vous m'avez dit que vous votre... aviez été coupé, donc du coup, je ne sais pas trop jusqu'à quel niveau j'ai été entendue. 10 Peut-être je peux secondes. reprendre à certains niveaux, enfin, Oui, je c'était peux plutôt reprendre. sur oui, voilà, la démocratisation, notamment de la culture et aussi la structuration des arts. Ah, d'accord. Oui, effectivement, je disais que c'était important de structurer les chaînes de valeur, les différents arts, que les acteurs des activités se mettent, choisissent déjà, définissent leur rôle et restent à leur place. Un exemple très concret, moi aujourd'hui en tant que diffuseur, distributeur de livres, au Cameroun et dans la sous-région, notre activité semble avoir un impact. Et de ce fait, les auteurs, les distributeurs, et, enfin d'autres personnes, on est tenté de nous demander de faire de nous convertir en éditeurs. Et à mon sens, c'est un peu l'erreur que nous faisons à chaque fois, très très régulièrement, dans nos industries. C'est de se dire, si je peux faire de la distribution et que je le fais bien, alors pourquoi est-ce que je ne ferais pas, de l'édition? Et si je fais de l'édition et qu'on a l'impression que je le fais bien, pourquoi est-ce que je ne deviendrai pas un auteur? Ah tiens, et comme je suis un auteur, bah, je pourrais devenir parolier de musique et puis je pourrais chanter, il est important, en tout cas, dans la pratique, c'est ce qui ressort, c'est ce que j'en remarque, c'est ce que je remarque personnellement. Dans la pratique, il est important que les acteurs de nos activités culturelles choisissent les domaines dans lesquels ils veulent travailler, qu'ils travaillent réellement dans ces domaines-là et surtout qu'ils ne s'éparpillent pas. Si je suis un disquaire, ben, il faudrait que je reste disquaire et que j'essaie de le faire suffisamment bien pour que tout le monde soit content de mon travail. Je pense que aujourd'hui en Afrique, c'est l'un des problèmes de la vulgarisation de nos cultures. Au-delà de dire les choses, à un moment, il faudrait peut-être s'arrêter et puis essayer de les faire et de les faire d'une certaine façon, de les faire concrètement. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai apporté un peu d'éclaircissement ou pas. Oui, Mais... très bien. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Et je pense que dans la seconde partie des questions,
ça sera intéressant justement de voir comment, avec l'exemple du livre, vous avez réussi justement à construire cette organisation avec les différents acteurs avec lesquels vous travaillez. En tout cas, merci beaucoup pour ces réflexions qui permettent de faire la transition sur le rôle justement de ces initiatives culturelles dans les processus d'unification dont parlait tantôt le professeur Souleymane Gomis. Et à ce titre, M. Jean Lissago Duverou, un acteur culturel au Mali depuis une trentaine d'années dans le domaine du cinéma et du théâtre, nous fera un partage d'expériences, des actions menées par les jeunes Maliens. Et ces projets réunissent de jeunes professionnels de l'art et du numérique à travers différentes innovations technologiques. Par conséquent, Jean-Louis, la question que je pourrais vous adresser, c'est de savoir en quoi les projets d'innovation culturelle menés par ces jeunes-là aujourd'hui au Mali sont-ils des remparts d'une part aux crises et participent-ils au refondement des bases sociales? Je suis à Bamako, là. Et Bamako, c'est un des endroits où on voit, on arrive au 6e coup d'État depuis l'indépendance, et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a des gens qui ne sont pas forcément des ordures, qui ne sont pas forcément des gens corrompus, etc., qui aboutissent à l'échec politique. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais prendre une parabole qui, je pense que la question culturelle est en vérité un préalable et qu'elle n'est jamais posée comme telle, et que donc on pense qu'un petit rafistolage politique va permettre de gérer les problèmes que rencontre le pays ou les pays. Je vais commencer par une petite parabole. C'est un homme qui boite, il marche très mal, il a des très belles chaussures. Et quelqu'un lui fait remarquer, mais pourquoi tu boites? Ces chaussures-là ne sont pas faites pour ton pied. Il dit non, ouais, elles sont vraiment bien mes chaussures, mais c'est mon pied qui n'est pas bien. Et les institutions qui ne marchent pas, c'est un peu ça. C'est-à-dire il y a une boiterie qui est liée au fait que les chaussures ne sont pas au pied de la société, des pays africains, et on boite en utilisant la chaussure des autres, et on attaque son pied en disant que c'est la faute du pied. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce que j'observe, moi, dans la jeunesse, donc comme l'a dit Fatou tout de suite, ça fait une trentaine d'années que je suis au cœur que je travaille dans la vie artistique du Mali, et je vois vraiment apparaître depuis quelques années une nouveauté très forte, c'est-à-dire l'arrivée d'une jeunesse qui est assez différente de ce que j'ai connu dans les décennies précédentes. Une première différence, c'est une jeunesse qui ne se pense pas à la périphérie du monde. Elle est reliée au monde par le téléphone, par Internet, etc. Elle se vit en réseau, elle se vit dans un monde où il n'y a ni centre ni périphérie. Et ça change énormément les choses, notamment par rapport à la pression d'un modèle venant des pays dominants. Autre réalité, c'est une jeunesse qui vit et qui souffre d'une perte de transmission du patrimoine culturel des pays d'Afrique et des civilisations africaines. Dans les grandes villes, dans les quartiers des grandes villes, il n'y a pas de bois sacré. Il n'y a pas d'endroit où on peut suivre des initiations, écouter les philosophies, les textes, les musiques qui ont été élaborées au cours des siècles pour permettre à la société de se tisser ensemble. Le troisième élément qui me frappe vraiment très fortement, c'est une disponibilité, une vive disponibilité à retrouver la légitimité des cultures endogènes de l'Afrique. C'est-à-dire que ces jeunes, quand ils se trouvent dans la situation d'échapper à cette perte de repères, d'échapper aux effets de cette perte de transmission, sont extrêmement disponibles et pas du tout de façon passéiste, simplement on voit une énergie extraordinaire se soulever du fait qu'ils ont cessé de douter d'eux-mêmes, de leur société, etc. Et ils se réassurent très facilement, très vite sur ce patrimoine culturel qui, au fond, reste le socle de la société et des individus. Je vais prendre 3 exemples.
En ce moment, on est en train de faire une tournée, donc je travaille essentiellement avec des jeunes de 30 ans et moins, de moins de 30 ans, disons, et ils sont en train de faire en ce moment une tournée extraordinaire dans une région historique du Mali qui s'appelle le Beledou, qui est une région qui a une très forte culture, une culture de Bamanan, Bambara. Et ils arrivent dans des endroits qui souffrent énormément de cette perte de transmission. Par exemple, ils sont arrivés dans un village là récemment où donc ils font un travail pendant une semaine avant de faire une restitution, donner un spectacle, etc. Il y a une pratique culturelle qui s'appelle le Moibayasa, qui est une pratique culturelle qui réunit les femmes et qui est une pratique de transmission des savoirs. Non, c'est pas cette image-là. Voilà. Ça, voilà, ce que vous avez vu tout de suite, c'est ces rencontres là autour de. Là, c'est le village dont je parle, là, qu'on voyait tout de suite. Et elles ont retrouvé à cette occasion, du fait que des jeunes artistes connus qu'on voit à la télé, etc., se déplacent dans leur village, elles ont eu l'audace de reprendre ces formes de vie culturelle et elles ont décidé que désormais, ça serait chaque année. Ça, c'est le premier exemple. Il y a vraiment une espèce d'enthousiasme qui s'est créé autour de cette tournée, de se dire, ben oui, non, au fond, ce qu'on a ici, là, c'est vraiment un socle très qui nous fait du bien, qu'on sait faire fonctionner et qu'on va à nouveau faire fonctionner. La deuxième expérience qu'on a développée est intéressante aussi, c'est autour de la réalité virtuelle. Donc, la réalité virtuelle, voilà, vous voyez, c'est une forme de vidéo, si on veut, qui reconstitue le monde environnant. C'est-à-dire, quand les jeunes qui regardent là dans ces casques, que vous voyez, ils peuvent regarder derrière eux, au-dessus, en dessous, etc. Ils voient la totalité de l'univers qui a été filmé. C'est-à-dire, c'est complètement immersif, c'est en 3D, c'est à 360 degrés, et ça donne une vision quasi réelle, disons, de ce qui a été filmé. Et on est en train de travailler sur cette perte de transmission dont je parlais tout à l'heure. Au Mali et dans toute la zone influencée par le mandé classique, la transmission des valeurs, la transmission de la spiritualité, de la philosophie et même de la littérature, etc., se fait à travers des initiations. Donc, il y a des grandes sociétés initiatiques nombreuses, le Komo, le Ndomo pour les enfants, Koreduba, Donso, etc., qui transmettent ces valeurs, et ces valeurs tiennent d'une certaine manière la société. Cette transmission est en grande difficulté, et on s'est dit, on va essayer de le faire à travers cette technologie. Et ça, c'est la jeunesse aussi d'aujourd'hui, c'est dire, oui, il y a un patrimoine, il est important pour nous, on prend les éléments de notre temps, et là, ce sont des jeunes qui sont formés donc, à une technologie tout à fait contemporaine, enfin plus que contemporaine, elle est même un peu d'avant-garde, et l'effet est véritablement extraordinaire, c'est-à-dire l'effet sur les gens est un effet d'entraînement à reconstituer ce socle, et je parlais de la chaussure tout à l'heure, la chaussure elle est faite pour marcher et à avancer. La troisième exemple dont je voulais parler, c'est un éditeur numérique qu'on a appelé Bibook. Bi, ça veut dire aujourd'hui en langue Bamanan, en Bambara. Le livre d'aujourd'hui, c'est une application gratuite qu'on trouve sur Play Store et App Store. Vous pouvez immédiatement la télécharger. Et c'est gratuit. Et vous avez avec 12 livres. Les 12 premiers livres, on les a mis aussi gratuits pour permettre un accès immédiat du maximum de gens au livre et à la lecture. En moins d'un an, on approche les 28 000 livres téléchargés. C'est-à-dire le travail, l'investissement-travail d'une dizaine de jeunes maliens a fait une subvention, si on valorise à 10 € le livre, vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire c'est un énorme don de l'Afrique à l'Afrique. Et ce qui est très intéressant dans cette affaire-là, c'est par exemple, c'est
on a publié Le voyage d'Ibn Battuta, donc qui est un texte du XIVe siècle qui raconte c'est un voyageur arabe qui visite le Mali du XIVe siècle et qui raconte. On a publié un livre d'un auteur soninké malien du XVIe siècle qui raconte la vie, le règne de Laskia Mohamed. On a publié un livre éthiopien, lui aussi du XIVe siècle, qui raconte les amours de la reine de Saba et de Salomon, Suleiman. Ces livres-là ont un succès énorme. C'est-à-dire, par exemple, le livre d'Ibn Battuta, il y a plus de 8000 personnes qui l'ont téléchargé. Et donc, cette façon de reconstituer son socle, de reconstituer ses moyens d'avancer est très puissant. Et ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une rêverie. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire et qui fonctionne. Et donc, c'est sur ces 3 notes optimistes que je voudrais rester. Je rêve, par exemple, que Giaf Junior fasse de Bebook son affaire. Parce que c'est tellement simple, chacun devient un acteur, c'est-à-dire on dit à 3 personnes autour de soi, télécharge, ils téléchargent. 3 personnes, ça fait 3 fois 12 livres pour l'instant. C'est déjà pas rien, hein. C'est-à-dire c'est un joli cadeau qui est fait. Et ça, c'est des choses qui sont le fruit de l'engagement de la jeunesse, le fruit de son positionnement, le fruit de ses frustrations et le fruit de sa clairvoyance. Merci beaucoup, Jean-Louis, et bravo à vous et à ces jeunes pour toutes ces initiatives et le travail exemplaire qui est mené dans un environnement qui n'est pas des plus propices, en tout cas. Oui. Et bien sûr, avec plaisir pour entamer de futures collaborations, bien sûr, avec le Giaf Junior. Du coup, donc, au vu de toutes ces réflexions qui ont été mises en avant, mais également du partage d'expériences, notamment de Jean-Louis et d'Ange, ces réflexions qui ont été mises en avant ne seront peut-être sans doute renforcées que s'il existe une réelle stratégie de promotion, je pense, des cultures et des savoirs africains sur le plan international. Et c'est le travail mené par M. Serge Noukoué, qui est attaché audiovisuel pour l'Afrique de l'Est pour le compte de la coopération française, spécialiste des contenus audiovisuels et du management de projets culturels. Vous êtes cofondateur de la Nollywood Week, qui est un festival annuel de cinéma unique en son genre et dédié à l'univers du cinéma nigérian Nollywood. En voyant votre parcours, Serge, 2 questions me viennent à l'esprit. Dans un premier temps, comment promouvoir et exporter les biens et savoirs culturels africains, mais également, quelle politique en faveur de ces industries culturelles africaines? Merci Fatou pour ces questions, merci aussi pour l'invitation et je suis très content de participer à cette table ronde, à cet échange sur les questions donc culturelles et surtout l'impact que la culture peut avoir par rapport au développement en Afrique. Pour répondre à la question, je dirais que tout dépend déjà, pour commencer, pour parler des politiques culturelles, tout dépend de la conception qu'on a de la culture au départ. Est-ce qu'on considère la culture comme étant simple folklore, du simple divertissement, ou est-ce qu'au contraire, on considère la culture comme étant une industrie? On parle aujourd'hui d'ICC, d'industrie culturelle et créative. On parle aussi d'ingénierie culturelle. Donc, la conception à la base a un impact sur l'approche qu'on va avoir de la culture. Et c'est vrai que pour répondre à la première question par rapport à comment est-ce qu'on fait la promotion des industries culturelles africaines à l'extérieur, comme j'ai pu le faire avec le festival Nollywood Week, je pense qu'il est important en fait d'avoir une vision générale qui soit la même que celle qu'on a pour d'autres produits. C'est-à-dire que les œuvres culturelles, les produits, les productions culturelles du continent africain doivent bénéficier d'un marketing, d'un effort de marketing et d'une communication adéquate. Parce que si les autres industries ont pu se développer et ont pu prendre le monde d'assaut, c'est parce qu'il y avait une réflexion économique, business, vraiment une approche business qui était apportée aux films, aux chansons et aux autres productions culturelles de ces pays-là. Donc je pense que c'est important de garder ça à l'esprit et de ne pas penser que l'Afrique est à l'écart
de cette conversation ou à l'écart de cette conception, de cette idéologie. Et il faut appliquer donc ces mêmes, comment dire, ces mêmes mesures, ces mêmes méthodes pour rendre tout simplement attractives les différentes productions, qu'elles soient audiovisuelles ou d'autres domaines culturels. Tout à l'heure, Ange parlait d'organisation. Organiser la filière du livre, par exemple, ce sont exactement les mêmes défis qu'il y a pour la musique, pour le cinéma, pour le théâtre, etc. Et c'est donc très, très important d'avoir une approche vraiment, j'ai envie de dire, offensive, et de ne pas être juste dans la préservation d'une culture, mais aussi vraiment dans le marketing de cette culture pour pouvoir se déployer à l'international. De manière générale, on note que l'Afrique, et ça on le sait tous, est un continent jeune, et cette jeunesse est évidemment un atout, notamment par rapport au numérique, par rapport à tout ce qui est digital, et on le sait, Dieu sait si cette crise du Covid nous a rappelé à quel point le digital était important, et c'est grâce aux nouvelles technologies que nous sommes en train de se parler aujourd'hui. Cette jeunesse du continent africain, elle permet une appétence et une adoption des nouvelles technologies extrêmement rapide, et ça permet aussi aujourd'hui aux cultures africaines de se diffuser à travers le monde. Je vais reprendre l'exemple de Nollywood que je connais très bien et donc auquel j'ai participé à la promotion internationale. Nollywood a commencé grâce au fait que tout d'un coup, dans les années 90, il devenait moins cher et plus accessible d'avoir une caméra, tout simplement. Avant les années 90, avant une sorte de première révolution numérique, ça coûtait très cher, c'était absolument pas accessible, c'était pas pratique à manipuler et ça demandait des connaissances plus importantes. À partir des années 90, on a eu le caméscope. Le caméscope qui a rendu donc cet outil qui est la caméra accessible à tout le monde. Et au Nigeria, on s'en est servi pour pouvoir créer du contenu, pour pouvoir créer des images, pour pouvoir raconter des histoires. Et c'est comme ça que l'industrie est née. Aujourd'hui, on assiste à une nouvelle révolution avec les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux permettent aux Africains de s'exprimer. L'Afrique, dont on dit souvent qu'elle est à la marge, des grands enjeux mondiaux, etc., a su, de par sa jeunesse, et là je rejoins d'ailleurs ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, de par une certaine nouvelle confiance en soi, cette manière par la jeunesse de ne pas se considérer à la marge, mais vraiment de se considérer effectivement actrice de ce qui se passe dans le monde. Les réseaux sociaux ont aussi contribué à amplifier la voix de la jeunesse africaine de manière assez importante. Et donc, grâce à ces réseaux sociaux, ce sont plusieurs barrières qui ont sauté finalement. Et aujourd'hui, on se rend compte que grâce aux réseaux sociaux, les films se diffusent, la musique se diffuse de manière beaucoup plus facile. En 2020, une des chansons les plus écoutées au monde était une chanson sud-africaine qui s'appelle Jérusalem. Et le succès de cette chanson, le succès mondial, planétaire, tout ce que vous voulez, a commencé à partir d'une plateforme qui s'appelle TikTok. Et c'est assez incroyable comme exemple, mais ça montre le potentiel des industries créatives africaines et aussi de ce soft power dont on peut dire qu'il est en train de naître actuellement sur le continent africain. Certains pays, évidemment, se démarquent plus que d'autres. On a évoqué le Nigeria avec Nollywood, on parle là de l'Afrique du Sud avec cette chanson Jérusalem, mais on sent, et c'est notamment aussi grâce à cette globalisation, à cette mondialisation qui fait que les diasporas africaines sont présentes dans le monde entier. Et grâce à ces diasporas, il y a une circulation accrue des contenus africains, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une vingtaine d'années. Donc ce soft power commence petit à petit à prendre forme. Il y a des États qui se rendent compte des enjeux de ces industries culturelles. Mais il est important de noter aussi que l'Afrique, finalement, les pays africains
doivent se battre. On est quand même dans un contexte de compétition accrue, où chaque pays, en tout cas les grands pays cherchent à avoir de l'influence. C'est quelque chose d'assez naturel. On parlait de soft power. L'influence des pays, elle est souhaitée puisqu'elle permet d'ouvrir de nouveaux marchés pour les pays qui sont influents et qui ont une sorte de domination culturelle sur les autres. Ça leur donne accès à des marchés, ça leur donne accès à une certaine domination qui assoit une prospérité économique. Aujourd'hui, il y a donc, grâce aux nouvelles technologies, on est dans un monde multipolaire, effectivement. On n'est plus dans un monde qui est dominé par l'Est ou par l'Ouest. On est vraiment dans un monde où la possibilité de s'exprimer est vraiment plus importante que ce qu'elle a été par le passé. Mais l'Afrique, de manière générale, se bat sur deux fronts. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est aussi bien ce qui se passe à l'intérieur des pays que ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une volonté aujourd'hui d'exporter son contenu, mais il faut aussi faire en sorte que le contenu et les productions audiovisuelles, culturelles, etc., puissent avoir leur place localement, ce qui n'est pas évident, puisqu'on sait, et ça a été le cas dans le passé, même bien après la colonisation, les écrans, les télévisions ou les librairies, tous les espaces culturels, finalement, ont longtemps, en Afrique, été dominés par des pays extérieurs. Et donc, il est important non seulement de redonner à la jeunesse et à la population, aux différentes populations africaines de manière générale un intérêt pour les productions locales, et en même temps, il faut pouvoir exporter ces productions locales pour qu'elles puissent aussi plaire à l'extérieur et qu'elles puissent tout simplement être vendues et apporter donc apporter des retours commerciaux. Donc c'est vraiment dans cette réalité-là que sont la plupart des pays africains aujourd'hui. Et ce à quoi on assiste, évidemment, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne, mais on assiste à une professionnalisation des métiers de la culture, qui n'est pas encore au niveau de ce qu'elle devrait être, mais qui est en train d'accélérer quand même sur le continent. Cette professionnalisation, ça veut dire que on ne se focalise pas juste sur les artistes, mais aussi sur les personnes qui sont autour. Ça veut dire les producteurs, les éditeurs, les managers, les personnes qui font en sorte que la production culturelle puisse être accessible, visible, etc. Et c'est souvent là que le bas blesse d'ailleurs, mais on voit de plus en plus de formations sur le continent se mettre en place, aussi bien au niveau universitaire qu'à des niveaux plus techniques et moins théoriques. Mais on voit, et on commence à voir, moi je me trouve actuellement au Kenya, et je ne peux pas vous dire le nombre d'universités, par exemple, qui offrent des cours de creative writing ou bien de cinéma ou bien même d'animation ou de création de jeux vidéo. Ce sont vraiment des métiers qui autrement n'aurait pas été possible de se former pour ces métiers-là sur le continent, et aujourd'hui, ça devient possible. Évidemment, pas dans tous les pays, et pas avec la même ampleur, mais on assiste aujourd'hui vraiment à une meilleure compréhension des possibilités, des potentialités des secteurs créatifs. Et donc moi, je suis un peu comme Jean-Louis, c'est-à-dire que je suis très positif, très, très optimiste par rapport aux possibilités de ce secteur. Je pense que de manière générale, les industries créatives constituent un levier pour le développement qui est juste incroyable, et on est très très loin d'avoir atteint pour l'instant d'avoir atteint ce potentiel. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de mécanismes à mettre en place, mais on y arrive. Et peut-être pour finir, parce que je pense que j'arrive bientôt aux 8 minutes, je voudrais donner un exemple. Je reviens encore à l'exemple de Nollywood. Au tout début des années 2000, il y avait en tout et pour tout au Nigeria 5 salles de cinéma véritables, enfin 5 salles de cinéma traditionnelles, quoi, des vraies salles de cinéma comme on les entend ou comme on les pense en Occident. Aujourd'hui, en 2021, nous sommes quasiment à 200 écrans sur l'ensemble du pays. Alors, on dirait que pour une population de quasiment 200 millions d'habitants, ce n'est pas suffisant. Et effectivement, ce n'est pas suffisant, mais cette progression
cette progression exponentielle du nombre de salles de cinéma et aussi le fait que la consommation de films au Nigeria est passée de quelque chose qui était comme 95% dominé par les films américains vers quelque chose aujourd'hui, un box-office qui est en gros à 65% local, contre 35% donc des films américains et autres, mais en général, c'est des films américains. On voit, ce sont des chiffres qui sont clairs et qui montrent le potentiel de cette industrie et aussi le potentiel du contenu local. Le contenu local est en train de s'imposer aujourd'hui au Nigeria et le Nigeria n'est pas une exception. De plus en plus, les Africains ont envie de se voir à l'écran, ont envie de pouvoir s'identifier aux héros qui sont les leurs, que ce soit à travers la littérature, à travers la musique, à travers le cinéma. Et c'est encore une fois un continent jeune, c'est le continent le plus jeune du monde, c'est un continent qui est en pleine croissance, aussi bien économique que démographique. Donc, avec tous ces éléments-là, je pense que c'est quand même de bon augure pour les industries culturelles sur le continent africain dans les années qui viennent, à condition, et ça c'est un bémol quand même qu'il faut mentionner, à condition que les autorités prennent conscience du potentiel et comprennent les enjeux de manière totale. Je finirai sur un point un peu plus négatif, c'est celui du droit d'auteur, celui de la propriété intellectuelle de manière générale, qui n'est pas encore reconnu à sa juste valeur sur le continent. Et tant que cet élément-là, qui est crucial, puisque quand on parle d'industrie créative, on parle de créativité, donc ça se passe dans la tête, ça ne se passe pas ailleurs. Donc tant que cet élément-là n'est pas compris et n'est pas saisi par les autorités, on va continuer à avoir beaucoup de gâchis financiers et autres, parce que finalement, les artistes en Afrique ne sont pas rémunérés à leur juste valeur à cause justement de ce manque de reconnaissance, de ce manque de compréhension aussi des enjeux liés aux droits d'auteur. Donc ça, c'est un point dont il faut se saisir au plus haut niveau. Au plus haut niveau, tout simplement, pour que demain, sur le continent africain, il y ait des sociétés équivalentes à celles à la SACEM ou à d'autres sociétés comme ça, de collecte de droits d'auteur, qui aient vraiment cette même assise et cette même ampleur que la SACEM et qui permettent donc de faire vivre des milliers et des milliers d'artistes sur le continent. Donc voilà pour moi un enjeu important et qui reste pour l'instant très peu compris et assez mal utilisé. Super, merci beaucoup Serge, c'était très intéressant et avec des enseignements, notamment sur l'identification des différents mécanismes par lesquels les cultures africaines peuvent s'exporter, avec justement, enfin vous avez conclu là-dessus sur cet enjeu de propriété intellectuelle, mais également d'avoir mis en évidence cette ambivalence entre l'appropriation interne au niveau des pays, des régions et la diffusion externe. Merci beaucoup. Dès à présent, donc on va passer à la seconde phase des questions. Donc je vais laisser Théo Mallet, qui a pu collecter les questions sur le chat box du Zoom, mais également au niveau du live Facebook, les poser à nos intervenants. Et voilà, on essaiera de se limiter peut-être à 3-5 minutes maximum par intervenant pour pouvoir avoir un échange un peu dynamique et pouvoir traiter le maximum de questions possibles. Bonjour, donc on a une première question qui est posée par Monsieur Innocent Antoine Wedge, qui demande, qui s'adresse plutôt au professeur Souleymane Gomis, mais j'invite tous les panélistes à y contribuer Donc, c'est quel est le rôle de la culture dans l'accès des jeunes à la terre en Afrique et avez-vous des bonnes pratiques culturelles pour l'accès des jeunes à la terre en Afrique? Monsieur professeur Souleymane Gomis, vous avez entre 3 et 5 minutes pour répondre. Voilà, je disais donc, en fait, en réponse à la question donc, de l'internaute, je dirais plutôt que l'accès de certaines catégories de la population au foncier diffère selon les cultures. Par exemple, si vous venez au Sénégal, dans le nord du Sénégal, au Fouta, ce sont les femmes qui ont du mal à accéder à la terre. C'est-à-dire au décès des parents,
l'héritage prévoit que ce soit plutôt les hommes qui bénéficient des terres, donc des parents, au lieu que ce soit des femmes. Or, nous savons que beaucoup de femmes travaillent aujourd'hui dans ces régions. Sur le plan agricole, il y en a qui font des cultures maraîchères et d'autres des cultures vivrières ou des cultures ou d'autres types de cultures. Mais elles sont obligées de demander des parcelles de terre, soit en location ou en emprunt. Donc, l'accès au foncier selon les cultures peut s'expliquer par le mode d'organisation de la société à laquelle les individus appartiennent. Je ne dis pas, pour moi d'ailleurs, je ne dis pas que c'est la bonne méthode. Il va falloir peut-être à l'avenir, avec le développement de l'agriculture extensive, que l'on revoie un peu le mode de répartition des biens et également de revoir un tout petit peu, corriger ces injustices en fait. Alors, mais si on prend l'autre façon de voir les choses, c'est-à-dire en Afrique, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. Donc, il appartient aux aînés, dans les traditions, de décider de la manière de répartir les terres également. Ce qui explique le fait que les jeunes sont un peu moins favoris lorsqu'il s'agit de se partager les terres. Je ne dis pas que c'est toujours en leur défaveur, mais très souvent, ils sont les moins nantis. En tout cas, c'est les parents pauvres du partage du foncier de manière générale en Afrique. Je ne sais pas s'il y a des bonnes pratiques qui ont été notées ailleurs, mais la terre en général appartient à la communauté et donc et non à des individus. Je ne sais pas si on peut dire ce mode d'appropriation n'est pas conforme, mais à mon avis, c'est le constat que l'on fait. Aujourd'hui, avec le développement de la culture extensive, on arrivera peut-être un jour à exproprier les communautés et à mettre en place une agriculture du développement. Je pense que c'est un peu ça que j'ai à répondre parce que les pratiques ne sont pas homogènes. Merci. Très bien, merci beaucoup, professeur, pour votre réponse. On a également une autre question de Pascal Pérou qui s'adresse plutôt pour Madame Ange Mbélé. C'est: voyez-vous un conflit entre valeurs traditionnelles camerounaises et modernité, et cela vous oriente-t-il vers des choix éditoriaux et de distribution de livres pour vos éditions? Bonsoir. Non, pour être très concrètement, non, je ne vois pas forcément de conflit entre ces deux. Par contre, c'est vrai il faut juste relever que personnellement, je me mets un peu dans la distribution du livre pour la bonne raison que de mon constat, je n'en vois pas. On ne sait pas où trouver le livre, et comme Serge l'a dit tout à l'heure dans son propos, il y a beaucoup plus de place pour les cultures, pour les ouvrages étrangers dans notre environnement. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément de conflit, mais il est important de valoriser la littérature locale, les cultures locales. Pour exemple, j'ai un commentaire de Monsieur Julius Balucul qui me disait tout à l'heure que je lui ai donné envie d'écrire. On dit que les Africains ne lisent pas, lisent très peu. J'ai envie de lui répondre non, c'est pas vrai, les Africains ne lisent pas, c'est pas vrai. Je l'ai tellement entendu et je l'ai tellement entendu répéter. Ce qui est vrai, c'est que les Africains ne savent pas où trouver le livre. Le livre n'est pas près des Africains. Il n'y a pas un circuit de distribution, il n'y a pas une distribution qui met le livre africain près des Africains. On n'a pas à faire 10 000 kilomètres pour aller trouver un livre. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas normal, personne ne le fait.
Personne ne sort de chez soi en disant je prends ma voiture, je prends mon taxi, je prends les transports whatever pour aller trouver un livre, pour aller chercher tel livre à tel endroit. Non. Donc, c'est une question de disponibilité. Et pour avoir une disponibilité, pour que nos cultures, nos livres soient disponibles, il faut qu'il y ait un circuit de distribution propre. Il faut, comme l'a dit Serge tout à l'heure encore une fois, qu'il y ait une organisation. Et c'est cette organisation, pour répondre à ce qu'ils sont en train de dire aussi, qui va permettre à ce que la question des propriétés, de la propriété intellectuelle soit valorisée. Si à un moment donné, nos œuvres restent dans les placards ou restent à un endroit qui n'est pas comment vous qui n'est pas de traçabilité parce qu'il n'y a pas un circuit professionnel clair, s'il n'y a pas de formation qui soit faite dedans, non, on n'aura pas à la fin quelque chose, une industrie viable. Est-ce que je fais des choix? Je me suis mise dans cette aventure, dans ce projet, pour pouvoir valoriser les livres, le contenu. Après, je ne suis pas éditrice, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas éditrice, je suis distributrice, ce qui est complètement différent. Ce qui veut dire aussi que, en tant que distributrice, non, je ne fais pas forcément tout livre africain, camerounais, qui intéresse, va à sa place dans mon réseau de distribution. Par contre, s'il y a un petit choix qui se fait, c'est que la distribution que GVG ça fait aujourd'hui, elle a été faite d'abord pour le livre africain, donc prioritairement ça va être le livre africain, camerounais, et après le livre d'ailleurs. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de visibilité, eux, forcément, dans notre réseau. Je crois qu'on en a. Donc, il n'y a pas, pour répondre à la question, non, il n'y a pas c'est pas ambivalent du tout. Plus on a d'offres plus on a d'offres, plus le lecteur, dans notre cas, a le choix, et mieux c'est. Et plus il est valorisé, et plus on aura une industrie structurée, et voilà, en fait. Merci beaucoup, Ange. Je me permets en fait de rebondir sur cette question pour relancer peut-être Jean-Louis Sago-Duvorou, qui réfléchit aussi pas mal sur ces questions de tradition, modernité. Je ne sais pas si Jean-Louis, vous avez des éléments à apporter là-dessus. J'ai dit déjà, moi, j'aime pas le couple tradition-modernité, parce que je trouve que c'est des mots piégés. Modernité, c'est le concept de modernité, c'est le concept d'une histoire vectorielle, etc. Tradition, c'est une histoire qui se reproduit éternellement, et cette opposition, je la trouve extrêmement suspecte. Le Mali du congrès de Kourougan-Fouga, le Mali des fêtes de Tondibi, le Mali de l'indépendance, etc. C'est un Mali qui n'est pas du tout le même qui a bougé, etc. Et donc, ce qu'il a produit comme socle culturel, l'appeler tradition et le mettre en opposition avec la modernité, je pense que ça complique énormément la solution des problèmes. Chacun est comme il est et va où il doit aller avec son background, avec le sac à dos qu'il a reçu, qu'il a hérité de l'histoire. Et donc, bon, ça c'est une question je dirais, presque philosophique. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas avancer si on n'est pas bien dans ses baskets. C'est ce que je disais avec la métaphore de la chaussure au départ. Et que donc ça, c'est extrêmement important d'avoir chaussures à ses pieds. Ça, c'est la culture qu'on a héritée. Mais par contre, que ces chaussures nous servent à aller là où personne n'est encore jamais allé. C'est-à-dire à inventer notre monde. Et c'est aussi ce qu'on voit un petit peu ici. C'est-à-dire que la culture, c'est pas la répétition du passé. Par exemple, on a une langue, la langue française, la langue wolof, la langue bambara, etc. On l'utilise pour dire des choses qui n'ont jamais été dites. Et par contre, si on la connaît bien, un Français qui connaît bien le français, un Bamanan qui connaît bien le Bamanan, c'est un outil fort. Si on ne connaît pas sa langue,
ou qu'on la méprise ou qu'on la laisse dépérir, on aura un outil en moins. Donc, c'est un peu comme ça que je vois cette question du rapport entre ce qu'on appelle modernité, c'est-à-dire en gros, de façon diffuse, ce qui vient de l'Occident, et ce qu'on appelle tradition, c'est-à-dire le produit des siècles d'invention culturelle des civilisations africaines. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à la question. Maintenant, j'ai plutôt une question qui s'adresse principalement à Serge Noukoué, une question de Pascal Pérou. Les films à grand succès de Nollywood inclinent-ils la jeunesse à réfléchir ou jouent-ils davantage sur le registre de la violence dans la société actuelle nigérienne, par exemple à l'inverse de ceux de Bollywood en Inde qui sont beaucoup plus orientés sur les registres sentimentaux? Qu'en pensez-vous par rapport à la confrontation entre les valeurs traditionnelles et l'influence des médias exogènes? Merci pour cette question. Alors, ce qui est intéressant avec Nollywood, je juste un petit rappel par rapport à comment ça a commencé et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Ça a commencé, encore une fois, avec cette idée, cette volonté de pouvoir se représenter et de raconter des histoires. C'était un peu des histoires de proximité, des histoires qui pouvaient parler à tout le monde, des histoires dont on peut être le témoin dans son quartier ou dans sa famille, etc. Et c'était fait avec les moyens du bord, donc évidemment, dans un premier temps, c'était vraiment juste pour satisfaire ce besoin d'identification, etc. Aujourd'hui, Nollywood a beaucoup évolué. Donc, Nollywood, c'est une industrie très jeune qui a commencé au début des années 90 et on est donc en 2021. Donc, ça fait à peu près 30 ans que ça existe dans sa forme actuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les sujets, toutes les thématiques, tous les pans quasiment de la société sont représentés à Nollywood. Donc, il y a des films violents, comme la société peut l'être parfois. Il y a aussi des films qui sont beaucoup plus, un peu comme ce que vous disiez là par rapport à Bollywood, sur tout ce qui est sentimentaux, etc., des comédies romantiques ou des films romantiques. Il y a vraiment... Nollywood est un miroir de la société, tout simplement, même si... évidemment, enfin, une société comme le Nigeria est une société extrêmement complexe, avec plus de 200 groupes ethniques, avec une réalité qui n'est pas la même à l'ouest qu'elle est à l'est, ou du nord au sud, etc. Mais de manière générale, cette industrie du cinéma au Nigeria est une représentation de la société, des sociétés du Nigeria, et une représentation endogène pour le coup, puisqu'elle est créée par des gens du pays, par des gens dont c'est la culture. Et ça, c'est extrêmement intéressant, d'autant que très souvent, en Afrique, et de manière générale, les Africains se sont vus à travers les yeux des autres, à travers une vision européocentrée ou autre. Mais de manière générale, enfin, en tout cas, pendant très longtemps, il y a eu une prévalence de l'opinion ou de la vision d'autres peuples sur les peuples africains. Et Nollywood, ce qui est intéressant, c'est que c'est local, c'est grassroots, comme on dirait en anglais. Ça vient du bas et c'est la société qui se parle à elle-même. Donc, c'est le Nigeria qui se raconte à lui-même. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a un point de vue qui est unique, qui est original, qui est authentique. Et c'est ce qui intéresse aussi l'extérieur. Quand on a commencé le festival de Nollywood Week à Paris, beaucoup de gens venaient avec cette curiosité de voir comment est-ce qu'on vit au Nigeria, comment est-ce que cette société, j'aime bien utiliser le pluriel, puisqu'encore une fois, il y a une telle diversité, comment est-ce que ces sociétés fonctionnent, comment est-ce qu'elles évoluent entre elles, etc. Et à chaque fois, dans les échanges après les projections avec les réalisateurs, ils disaient toujours, ils ont fait ces films-là en pensant d'abord à leur population à eux, en pensant d'abord à leur public à eux. Et le fait qu'ils soient aujourd'hui à Paris et pouvoir montrer leurs films, c'est génial, mais ce n'était pas le but premier. Le but, c'était de raconter des histoires locales pour les Nigérians. Et ça, c'est une force. Et du coup, ça, encore une fois, ça apporte cette caractéristique unique et authentique qui fait que le reste du monde s'intéresse à ces histoires-là. On a tendance aussi à opposer universel avec local. Moi, je dis toujours, les histoires les plus locales sont les plus universelles.
Parce que qu'est-ce que ça veut dire être universel? Je veux dire, être universel, c'est être soi-même. Et c'est ce que le cinéma du Nigeria a réussi et qui est assez formidable, c'est que sans moyens, sans aide extérieure, sans tout ça, ils ont réussi à créer quelque chose qui leur a permis de se raconter à eux-mêmes et au monde. Très bien. Merci beaucoup, Serge, pour votre réponse. J'aurais une question pour Monsieur Jean-Louis Sago-Duvauroux, parce que vous avez écrit un article dans lequel vous mettez en exergue qu'il y a un rapport direct entre la pérennité du système de corruption et la médiocrité des télévisions nationales. Que voulez-vous dire par là? Et avez-vous des propositions de type de programme qui permettraient de lutter contre ça? Là, je ne me souviens plus trop de cet article et du contexte qui m'a amené à écrire ça. Ce que je vois, moi, dans les télévisions que je vois ici au Mali, la télévision nationale notamment, qui s'améliore, hein, il faut dire la vérité, ça s'améliore. Mais c'est une télévision qui a ce que j'appelle, moi, le syndrome du bon élève, c'est-à-dire il faut… On va, par exemple, les informations, c'est à 70% des colloques d'officiels qui sont filmés. Donc, on voit des gens dans une salle qui se parlent, etc. Un langage qui est très, très éloigné de celui des gens. On va avoir, par exemple, le compte-rendu du Conseil des ministres où on a… pendant 5 minutes ininterrompu la lecture de l'article temps, l'article ça, dans un langage incompréhensible pour tout le monde d'ailleurs, mais encore plus pour les gens qui n'ont pas une connaissance juridique et la langue française énorme. Et donc, on a quelque chose qui est… c'est d'ailleurs la télévision, c'est un outil extraordinaire de construction du pays. Et il est très mal utilisé pour ce que je vois ici, mais c'est pas, je ne peux pas généraliser, je connais pas toutes les situations. Hein. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et donc, on aurait une dernière question qui s'adresse à tous les panélistes, qui est posée par Monsieur Joël Bertrand, par quel média qui se demande, excusez-moi, pardon, qui demande si on ne se demande pas assez par quel média on peut avoir accès au plus grand nombre, au public que l'on cible, au lieu de privilégier des formes dites prestigieuses, mais à l'audience qui sont plutôt limitées. Et donc, j'aimerais bien avoir une petite réponse de chaque panéliste afin de conclure cette série de questions. Je vais peut-être commencer. C'est une grande question qui pourrait être l'objet d'un webinaire à part entière. Mais je pense que ça rejoint un peu ce que disait tout de suite Jean-Louis. C'est-à-dire qu'on a parfois un éloignement entre les médias, et qui soient prestigieux notamment, et la population. Et ça, c'est parce que de manière générale, on peut avoir cette tendance à négliger ou à méconnaître aussi la masse finalement. Qu'est-ce qu'ils consomment, quels sont leurs comportements, pardon, quelles sont leurs aspirations, leurs rêves, comment leur parler. Et encore une fois, je pense que les réseaux sociaux ont d'une manière générale fait casser un peu certaines limites, mais de manière générale, si on pense à la télévision ou au cinéma, ce sont effectivement parfois des médias qui, dans leur utilisation, peuvent être très éloignés des besoins et des réalités, des quotidiens des populations. Et donc, je pense que de la part des prescripteurs, de la part des personnes qui ont des messages à faire passer ou qui produisent du contenu, il faut avoir une réflexion beaucoup plus pointue, beaucoup plus sophistiquée sur la population, un peu comme ce qu'on peut voir en Europe avec un ensemble de sondages et toutes sortes de panels, de focus group, etc., qui permettent de vraiment prendre le pouls de la population, de savoir, de mieux la connaître tout simplement. Et je pense qu'en Afrique, voilà, il y a moins d'outils pour s'adresser à la population d'une manière efficace et d'une manière précise.
Et donc, je pense que parfois, il est intéressant de sortir des sentiers battus. Il est intéressant de ne pas reproduire juste les modèles qui ont été reproduits, qui ont toujours été utilisés, et vraiment de se poser les bonnes questions. Donc voilà, je n'ai pas une réponse exacte à donner à cette question, mais en tout cas, il faut se poser la question et il faut bien se la poser pour pouvoir mieux adresser les populations, parce que ce n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle sur le continent. Moi, j'ai une expérience assez forte dans le spectacle vivant, avec une différence énorme entre ce qui se passe en Afrique, entre ce qu'on fait en Afrique et ce qui se passe en France. En France, le théâtre, la danse contemporaine sont des arts réservés à une petite partie de la société. La façon dont les jeunes avec qui je travaille là, ont organisé les tournées théâtrales données généralement en langue bambara, il y a tout le monde. C'est-à-dire, on fait une soirée de danse contemporaine. On travaille beaucoup dans le quartier de Sabalibougou, qui est un des quartiers les plus populaires de Bamako. On a l'habitude d'aller dans un centre culturel qui a été mis en place par un élu du quartier. Il y a tout le monde. Et ça produit vraiment des effets extraordinaires. Alors, c'est mis bout à bout, le spectacle vivant. Mais là, par exemple, ce qui se passe dans le Bel-Edougou, c'est qu'on arrive dans une localité, tout le monde vient. Et vient voir des pièces qui sont des pièces qu'on exporte, qui sont vues en France, qui sont vues au Canada, qui sont vues en Inde, etc. C'est des spectacles d'une qualité qui leur permet d'aller à l'international. Et donc, il y a une disponibilité, je crois, assez forte, à la fois dans la population, c'est-à-dire dans le public, et dans le monde associatif, dans les organisations de jeunesse, y compris d'ailleurs dans les autorités endogènes comme les Dougoutigui, etc., qui vont soutenir ce genre de situation parce que ça fait vivre la communauté et il y en a un besoin très fort. Ils soutiennent ça et on a tout le monde. Donc, il y a vraiment des innovations à trouver après ça se contamine. Par exemple, nous, les spectacles qu'on fait, on fait des versions radiophoniques et donc bilingues en français, en bambara. Et ça saute les barrières sécuritaires, ça saute les barrières sanitaires, etc. Et il y a une disponibilité, c'est ça qui me rend très, très optimiste, une disponibilité pour l'action dans la jeunesse, quand on lui propose autre chose qu'une calache, et une disponibilité de la population qui a un énorme besoin. Nous, quand on a fait Bibouk, la question qu'on se posait, c'est est-ce que ça va intéresser les gens? En moins d'un an, 28 000 livres téléchargés, sans grande publicité, sans rien. C'est-à-dire des gens ont voulu un livre. Hein. Ça, c'est donc là. Le désir, l'appétit est là. Maintenant, comment on sert le plat, comment on organise les choses, et effectivement, ce que dit Serge est très important, c'est-à-dire les modalités par lesquelles on va amener ce besoin, ce désir qui est là, présent, flou, à une proposition concrète et précise. Et là, je crois qu'on peut avoir confiance dans la capacité d'invention et d'imagination de la jeunesse et de mobilisation. Bibouk, c'est 28 000 livres. Si vous les valorisez à 10 € le livre, c'est une somme énorme qui a été purement et simplement donnée par des jeunes maniens. Ils ont donné leur travail gratuit pour l'instant. Et ils ont donné 28 000 livres. Et ce n'est pas des livres qui vont terminer en conditionnement de concentré de tomates sur les marchés. C'est des livres qui ont été désirés, qui ont été téléchargés, qui sont neufs et qui resteront neufs. Donc, il y a vraiment toute cette fermentation, je crois. Il faut trouver le moyen de faire la jonction. Par exemple, on a fait sur Bibouk, j'avais fait une interview à TV5. Dans la semaine qui a suivi, il y a eu 8 000 téléchargements. Donc, c'est des expériences. Malheureusement, ça ne rentre pas trop dans les cadres des amis de l'Afrique et des officiels de l'Afrique, parce que ça sort des cadres habituels. Mais là, je pense que la société civile peut se saisir de ça, trouver les moyens, se construire à partir de ça. Il y a vraiment… La dynamique, elle est possible, elle est là, et le désir aussi est là.
Moi, je vais corroborer un peu ce que vous dites tous. Et oui, dans l'absolu, en mon sens, il n'y a pas il n'y a pas de canal absolu pour communiquer ces messages aux populations à la masse, pour toucher la masse. Il y a à se poser la question fondamentale de savoir à qui est-ce qu'on veut parler, quelle est notre cible, comme on dit dans le jargon du marketing, la cible, c'est qui, dans l'environnement dans lequel on se retrouve, en fait. Très concrètement, toujours par rapport au livre, aujourd'hui, vous voulez, au Cameroun, on parle de télé-WhatsApp. Télé-WhatsApp. C'est simple, si vous voulez passer un message au Cameroun, un message, quelle que soit son importance, utilisez WhatsApp et faites-le circuler dans les groupes. Ce n'est pas la télévision, ce n'est pas la radio, ce ne sont pas les canaux normaux attendus, mais donner un message sur WhatsApp, il va se retrouver sur à l'autre bout du Cameroun en une heure de temps. Pour revenir donc ça c'est propre au Cameroun et c'est effectivement aussi propre à une catégorie de personnes, c'est-à-dire les jeunes. Donc là, je rejoins Serge tout à l'heure sur les réseaux sociaux qui ont apporté une faculté incroyable à nos métiers, en fait, et à moindre coût, surtout. À côté de cela, toujours en parlant de son environnement, dont la question, c'est toujours de se poser la question de son environnement. Aujourd'hui, dans le mien d'environnement, par exemple, si vous voulez retrouver un livre, n'allez surtout pas en librairie. Vous voulez lire un livre, vous voulez un roman, vous voulez n'aller surtout pas en librairie. Pourquoi? Parce que le Camerounais de base a perdu simplement l'habitude d'aller dans une librairie pour acheter un livre autre que scolaire. C'est aussi simple que cela. C'est notre environnement chez nous. Donc, nous, on s'est posé la question de savoir, on veut mettre, OK, d'un côté, il y a des gens qui veulent lire, et de l'autre côté, ils ne vont pas en librairie. Où est-ce qu'ils vont? Et où est-ce qu'ils prennent leur information? Dont la réponse, elle a été simple. Aujourd'hui, il y a le phénomène des boutiques, des stations-service qui couvrent tout le pays, mais qui remplacent efficacement les supermarchés. Je ne sais pas si c'est pareil. Bon, c'est vrai qu'il y a dans quelques pays africains, on va retrouver la même dynamique avec les espaces de certains grands groupes de stations-service. Mais c'est pareil au Cameroun. Et ce sont des entités qui couvrent tout le pays. C'est une grande zone qui couvre tout le pays. Les Camerounais vont qui achetaient le papier toilette, qui achetaient une bouteille d'eau, qui achetaient aujourd'hui. Ce sont de vrais supérettes, en fait. Et qu'est-ce que nous, on a fait quand on a voulu diffuser l'information selon laquelle on peut trouver désormais le livre un peu partout? On allait en station-service, tout près de vous, tout simplement. Donc, la question, c'était de savoir à qui est-ce qu'on s'adresse. On s'adresse à ces gens-là. Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils suivent l'information? C'est dans les stations-service. On allait vers les stations-service. Aujourd'hui, on couvre tout le pays et on vend énormément. Et où est-ce qu'on doit dire, est-ce qu'on doit aller à la télévision ou est-ce qu'on va aller faire des communiqués de presse pour dire, ah tiens, il y a tel livre qui est sorti et autres? Non, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les réseaux sociaux, on va prendre des influenceurs littéraires, pour le coup, qui vont vous parler d'un livre qui va finir par intéresser tout le monde et ça va faire le tour de WhatsApp et on va communiquer. Donc, la question est toujours de savoir par rapport à votre environnement, c'est toujours important par rapport, il n'y a pas de réponse en mon sens, il n'y a pas de réponse absolue, il n'y a pas de vérité absolue. La vérité, la réponse, elle va changer d'un endroit à un autre. Au Ghana, en Guinée, au Cameroun, ce sera des réponses complètement différentes. En ce qui nous concerne, nous, au Cameroun, on va utiliser les réseaux sociaux et on va utiliser les petits commerces de proximité où les gens se rendent tous les jours. Le petit boutiquier qui est le vendeur, entre guillemets, la caisse avec sa cigarette, où on va voir tout le quartier qui va défiler au moins une fois la journée pour lui demander « t'aurais pas ci, t'aurais pas ça ». C'est à lui qu'on va communiquer l'information et il va la diffuser aussi rapidement qu'on ne pourrait s'imaginer.
Donc, voilà pour ma part en termes de contribution à la question. Donc, pratique, en fait. Oui, je pense que Serge, Jean-Louis et Ange ont déjà répondu pratiquement à cette question. Je dirais plutôt ce que j'ai à ajouter. Du moment où il n'y a pas un canal spécifique pour faire passer de la meilleure façon un message ou des messages, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter. Ça dépend aussi de la nature du message que l'on veut faire passer. Il y a des messages qui passent facilement par des canaux habituels, classiques, et il y a des messages qui passent beaucoup mieux par les réseaux sociaux et d'autres qui passent beaucoup mieux par le contact. Comme l'a expliqué Jean-Louis tout à l'heure, quand vous allez au contact de la population, il y a des messages qui impactent beaucoup plus la cible que si on s'adressait à cette même population par les médias classiques, la télévision ou la radio. Bien, alors la nature du message déjà est à décrypter. Si on sait quel est le message que l'on veut passer, on doit également identifier la cible, comme l'a dit Ange tout à l'heure, la cible à laquelle le message est destiné. Mais le plus grand problème aujourd'hui en Afrique, c'est d'abord la jeunesse est beaucoup plus orientée vers ce que j'appelle les nouvelles technologies, qu'elles soient instruites ou pas instruites. Aujourd'hui, avec le digital, même nos mamans qui n'ont pas été à l'école savent utiliser le WhatsApp en identifiant tout simplement leur interlocuteur par l'image. Donc, et en maniant tout simplement l'écran par les doigts. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que est-ce que cette forme de communication, cette forme d'échange aura ou produit des impacts positifs au niveau culturel africain? Pour quel type de développement? Je n'en sais rien. Mais il y a des interrogations à se poser parce que nul ne maîtrise encore les effets de toutes ces nouvelles technologies que nous utilisons et qui, au demeurant, vont peut-être faire mourir progressivement certaines de nos valeurs ou certains de nos modes de communication, tels que le contact, la proximité, etc. Alors donc, je suis tout à fait pour le développement de cette forme de communication de proximité, aller vers les populations et leur parler dans leur langue. C'est très important parce que je disais au début de mon propos que la langue, du point de vue anthropologique dans la définition de la culture, la langue est un élément fondamental. Donc, s'adresser à des Bambara en Bambara ou à des Wolof au Sénégal en Wolof, ça n'a pas le même impact que si on s'adressait aux Wolof en français. D'ailleurs, au Sénégal, dès que nous sortons des amphithéâtres ou des salles de classe, notre langue de communication, ce n'est pas le français, c'est le Wolof. Parce que ça ne produit pas les mêmes effets. Dès que nous parlons dans nos langues, dans nos propres langues, il y a des choses que nous ressentons et que nous ne pourrons pas ressentir si on les exprimait en français. Donc, le contact déjà est un moyen de communication pour atteindre les grandes masses. À mon avis, c'est le canal, d'ailleurs, qu'il faut le mieux développer parce qu'il permet de maintenir un certain humanisme entre les individus. Alors, maintenant, vu la vitesse à laquelle circulent les informations, comme on dit, à la vitesse de la fusée, une chose se produit à Moscou à 5 minutes à peu près, on sait déjà de quoi il s'agit à Dakar, c'est parce qu'il y a la technologie, etc. Donc, on ne peut pas non plus nier que ce canal est fondamental. Et c'est ce que disait Ange tout à l'heure, qu'au Cameroun, avec l'utilisation du WhatsApp, les informations circulent beaucoup plus rapidement, un peu partout dans les 4 coins du Cameroun, mais au-delà même du Cameroun, il faut dire dans les 4 coins du monde. Donc, on peut faire ce qu'on appelle une association de modes de communication en fonction donc de la nature de notre contenu à communiquer, mais aussi en fonction de la cible à laquelle nous nous adressons. Merci. Merci à tous les 4 pour cette réflexion sur la dernière question qui a été posée. Avant de laisser Didier Akouete dire son mot de conclusion,
Je vais tout juste laisser la parole au professeur Lamine Sagna qui souhaite faire un commentaire. Pour rappel, le professeur Sagna est docteur en sociologie et enseignant au Worcester Institute aux États-Unis et également membre du GIAF. Oui, tu m'entends? Oui, très bien. Ah, ok, ben, je vous remercie beaucoup, hein. Je suis un peu en retard, je suis décalé, je suis arrivé à Paris. Mais enfin, j'ai entendu rapidement ce qui a été dit. Je pense que ça serait important peut-être à Jean-Louis de donner ce qu'il avait écrit sur la question de la propriété, la notion de propriété au Mali par rapport à la propriété telle qu'on l'entend, puisque le rapport à la terre concerne aussi la propriété, à mon avis. Et donc, ça serait peut-être intéressant que tu partages ce papier-là. C'est la première chose que je voulais dire. L'autre chose que je voulais dire, c'est je suis tout à fait d'accord avec Serge lorsqu'il dit qu'il faut développer la question, l'industrie. Mais attention, si on amène la culture dans la dimension utilitariste de l'économie, on risque de perdre l'essentiel. Je crois que l'un des échecs, en tout cas dans mon groupe, puisque j'ai un groupe d'édition pour la collaboration avec Jean-Louis, précisément, c'est parce que les gens mettent tellement la question utilitariste qu'on perd l'impact, le rôle qu'on devait avoir, en tout cas pour la société, que la culture devait jouer pour la société. Il est important, effectivement, qu'on fasse l'industrie culturelle, mais il est plus important aussi de laisser la culture dans sa dimension incorporée. D'ailleurs, Nollywood, ou que ce soit Nollywood ou bien la musique nigérienne, on ne peut pas évacuer la question de l'économie de la compassion en réalité. Simplement, c'est parce que ça pose l'existence des gens, ça relate ce que les gens vivent, et en faire simplement des biens culturels et des biens économiques, on risque même de tuer ce qui fait la dynamique de cette culture-là, donc de la musique et du cinéma, etc. Et donc, il est vrai que c'est important d'avoir une industrie culturelle, mais surtout ne pas oublier que la culture ne doit pas précisément se réduire à cette dimension matérialiste. Et la dernière question que je voulais soulever, mais ça serait une autre discussion avec Jean-Louis, parce que je pense que la question de Pascal est très pertinente. C'est-à-dire que si on considère que la modernité, c'est une réponse éthique de l'Europe à un moment donné de l'histoire, il est important de savoir, par rapport à cette éthique-là, que la modernité incarne, il est possible, comment on peut, l'éthique africaine, par exemple, qui est plus tournée vers le passé, l'endettement vis-à-vis des ancêtres, etc., comment elle peut se jouer aujourd'hui dans le cadre de la globalisation et dans le cadre de l'industrie culturelle. Je pense que cette question, c'est une question philosophique, c'est vrai, mais elle est extrêmement importante et qu'on ne peut pas évacuer la question du rapport modernité, tradition aujourd'hui en ce qui concerne la dynamique de la culture et l'éclosion de la musique ou de tout ce qu'on fait au niveau de l'art. Autrement dit, à mon avis, il est important de savoir que c'est une question existentielle à travers ce qui se passe à travers l'art, la culture africaine aujourd'hui. En gros, c'est ce que je voulais, pour ne pas me prendre beaucoup plus de temps. Voilà, c'est ce que je voulais dire comme commentaire. Merci. Merci beaucoup Lamine pour cette contribution et je pense que ça permettra de rebondir vers d'autres échanges, débats futurs. Malheureusement, on arrive vraiment à terme de cette série. Je vais laisser Didier Akwete dire son mot de conclusion avant de reprendre pour la conclusion générale. Merci beaucoup Fatou. C'était effectivement une session extrêmement dense et riche avec les perspectives qui ont été tracées, notamment les perspectives économiques qui me paraissent importantes puisque la culture, c'est aussi l'industrie. Et les exemples qui ont été donnés sur le Nigeria illustrent parfaitement cela. Et puis surtout, je crois que toutes les discussions, tous les débats ont montré à quel point il est essentiel de retrouver ce substrat autour duquel on construit nos sociétés et on construit l'avenir. Et finalement, la culture est le début et la culture est aussi la fin.
Et c'est sur cette conclusion que je souhaite de fructueux travaux encore à GIAF Junior et merci encore à Pascal, Jean-Louis, à tous nos intervenants et bien sûr Joël, tous ceux qui permettent à ce GIAF Junior de faire tous ces travaux et surtout à Fatou et toute l'équipe, sans oublier Théo bien entendu. Merci beaucoup Fatou et à tous les intervenants. Merci beaucoup, merci Didier. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette discussion et à la fin de cette série de webinaires dédiés à la jeunesse. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur les pages YouTube et Facebook du groupe, mais également nous suivre sur les actualités du GIAF et sur nos pages LinkedIn et Twitter. Et merci beaucoup à Didier. Et en tant que jeune africaine, ce fut pour moi un plaisir de mener à bien et d'animer cette série qui, je l'espère, sera une contribution supplémentaire dans la marche à suivre pour le développement durable et inclusif du continent, notamment à travers la consolidation des liens et des synergies entre jeunes. Pour cela, je tiens à remercier tous nos panélistes qui ont pris le temps de participer aux 5 séries de webinaires. Un grand merci également à tous les membres du GIAF qui sont ici représentés par Didier Akwete, Pascal Perrou et Joël Bertrand, qui ont soutenu ce projet et porté ce projet dès les premières réflexions. Et enfin, un immense merci à toute l'équipe du GIAF Junior, Théo Mallet et José Aododé pour le travail accompli. Et enfin, nous vous remercions, vous qui nous suivez de partout, à travers le continent et à l'international, pour l'intérêt qui a été porté à nos travaux et à nos initiatives. Et nous vous donnons donc rendez-vous très prochainement pour une nouvelle série d'échanges et de réflexions qui porteront sur l'intégration régionale africaine. Et d'ici là, nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été 2021. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Breaking